Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Je te dirais, Mirko, qu'avec le dernier 10 millions, admettons qu'on aurait dit on ne le met pas à Percé, on le met du côté de la baie des Chaleurs, le train ne se serait pas rendu dans Rocher-Percé. On rencontre le maire de Grande-Rivière, M. Bernard Stevens. Au mois de juin, à Bonaventure, Mme Marois lui a annoncé un autre 10 millions, ça faisait 27 millions. Ils ont mis l'argent à la même place. Puis ils ont resté ici pour le milieu, la MRC du Rocher-Percé. Mais si on avait tout mis l'argent, à partir de Matapédia, la voie ferrée serait arrangée, je suis pas mal certain, à aller jusqu'à Nous-Carlaire. Au moins le train passerait jusqu'à Nous-Carlaire. Et la capsule Foot Bassin avec M. Roger Clavet. Et je pense que l'occasion était belle de dire aussi aux décideurs politiques, quand vous passez au journal de Foot Bassin, c'est pas nécessairement tout ce que vous allez dire qui a valeur d'évangile. On remet ça dans le contexte, on essaie d'être positif dans les nouvelles et on a donné la chance au ministre, puisque dans les numéros précédents, on parlait beaucoup, on avait donné la parole au groupement citoyen, à l'opposition. Là, c'était la chance à lui de faire valoir son point de vue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Cette semaine, j'ai rencontré Mme Diane Leboutillier, préfet de notre MRC du Rocher-Percé, pour faire le point sur quelques dossiers chauds en ce moment pour notre région. Eh bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé, pour notre rencontre habituelle mensuelle pour faire le point sur les dossiers économiques importants de notre secteur de l'Est du Québec, plus particulièrement la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir, Mme Diane. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Ça va très bien, merci. On peut dire que ça brasse pas mal début 2015 au niveau de notre MRC et du secteur politique et de l'industrie. Ouf! Ouf, hein, c'est le cas de le dire. Hein? Ouf! Je te dirais que oui, ça brasse beaucoup. Alors, dans l'actualité, ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de l'avenir du fameux chemin de fer avec la nouvelle en ce qui concerne la situation économique de ce chemin de fer-là, un bilan pas trop, disons, réjouissant qu'on a entendu parler à travers les différents médias. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations? Tout d'abord, est-ce que vous avez siégé sur ce comité-là? Non, moi, je ne siégeais pas sur le conseil d'administration de la Société des chemins de fer. Oui. Nos représentants au niveau de la MRC, ce sont M. Bernard Stevens puis Mme Louisette Langlois. Je dirais que il y a environ 2 semaines passées, moi, j'ai reçu un appel de Mme Langlois qui est justement suite à une rencontre du conseil d'administration qui s'était quand même passée en catastrophe où les gens du conseil d'administration venaient d'apprendre qu'il y avait des dettes on parlait là pratiquement de 3,8 millions pour la Société des chemins de fer, puis ils demandaient à ce que chacune des MRC mette 50 000 $ pour une période de 3 mois, pour qu'il y ait une continuité pour une période de 3 mois. Mais c'est sûr que nous, à la MRC, moi, en tant que préfet, on gère des fonds publics, mais je n'ai reçu aucune demande officielle du conseil d'administration, aucun document, rien là qui laissait là, qui nous amenait là, toute l'information nécessaire là, pour prendre une décision. En ce qui concerne l'octroi du 50 000, vous parlez? En ce qui concerne là, l'octroi du 50 000 $. Fait que c'est certain que, tu sais, là, comme je dis, c'est des fonds publics, puis je pense que n'importe qui là, arriverait chez quelqu'un en disant « Moi, j'ai besoin de 50 000 $. Oui. Sans donner plus d'informations, ça serait... Pour moi, c'est très malaisé. Là, Si je comprends bien, vous avez été surpris d'apprendre l'ampleur de ce déficit-là. Je savais qu'il y avait un déficit, mais pas de cette ampleur-là. On parlait d'1,6 ou 1,2 Oui, au départ. c'est ça. C'est dans les informations qui étaient données. Ce que je savais aussi, moi, là, au niveau de la Société des chemins de fer, ça fait quand même longtemps là, que je suis le dossier. Puis, au niveau du fait de mettre des infrastructures à niveau pour la Société des chemins de fer, surtout quand on sait que dans Rocher-Percé, c'est là où on a le plus de ponts et de ponceaux. Puis là, on parle là, de plusieurs centaines de millions de dollars là, pour vraiment faire
vraiment faire là, du développement. Puis dans le contexte économique actuellement, on comprendra que savait très bien là, que le gouvernement allait pas être au rendez-vous. Donc, c'était clair au niveau de la MRC du Rocher-Percé. Ça fait 3 ans chez nous qu'il n'y a pas de train qui circule. On n'a aucune entreprise qui vient s'installer, qui viendrait s'installer puis qui nous a dit, écoutez, on a vraiment besoin du chemin de fer. Il y a des gens qui vont parler de ciment mécanique, Oui. mais je vous dirais, il y a plus de 90 là, du Maritime. ciment mécanique, c'est maritime, mais D'accord. ça fonctionne avec le terminal. Donc, pour eux, là, c'est pas un empêchement là, au développement là, de la compagnie là, actuellement. En ce qui concerne la distribution des argents qui ont été investis, disons, dans les 10 dernières années, est-ce qu'on peut dire que ça a été distribué de façon équitable? Est-ce que nous, plus particulièrement notre secteur à nous, là, qui, comme vous le dites, qui a plusieurs ponts et ponçons, et puis qui n'a pas nécessairement un caractère touristique, disons, c'est juste à percer en allant jusqu'à Gaspé, là, qu'on retrouve comme, je pense, j'ai derrière la tête le fameux train touristique. Ouais. Mais est-ce que nous, on a été un peu négligés? Est-ce que vous pensez qu'on a été un peu négligés ou ça allait de soi de se concentrer sur le tourisme d'abord versus le train de passagers? Bien, c'est certain là, que quand on regarde les choses très froidement, au niveau des investissements qui ont été faits sur la Société des chemins de fer, déjà, c'est qu'on avait besoin là, de rendre le chemin de fer fonctionnel, efficace et efficient là, pour l'usine là, de transformation du bois dans la baie des Chaleurs, là, dans la MRC d'Avignon. Ça fait que Temerex, ça, c'était une priorité parce qu'on parle de beaucoup d'emplois reliés là, à cette entreprise-là. Puis il y a même des gens de chez nous, il y a des transporteurs, des gens là, qui font du transport routier, transport de bois. Là. Ça fait qu'on avait besoin là, de le rendre là. Par après, on a investi pour se rendre jusqu'à New Richmond parce que là aussi, il y a une entreprise qui fait de la réfection, rénovation de wagons. Ça fait qu'il fallait rendre le chemin de fer jusque-là. L'autre tronçon, après, où on a regardé en termes de rentabilité puis de projet, ça a été le projet du train touristique où il y a eu le dernier 10 millions a été là, appliqué dans ce secteur-là avec le train touristique. Donc, dans le fond, il n'y a rien eu pour ici, mais il y avait des raisons. Bien, il n'y a rien eu pour ici. Percé fait partie de la MRC du Rocher-Percé. Là, oui. Puis ça, on savait que dans le développement des projets de la MRC, le tourisme, c'est majeur là, en termes de développement chez nous. Social, hein? C'est ça. C'est de la création d'emplois. On parle à Percé de plus de 800 emplois l'été là, reliés au secteur touristique. On savait très bien qu'avec les bateaux de croisière aussi, 2 touristes sur 3 débarquent du bateau pour venir voir Percé. Fait qu'il nous fallait travailler sur ce tronçon-là. Oui. Puis, je te dirais, Mirko, qu'avec le dernier 10 millions, admettons qu'on aurait dit, on ne le met pas à Percé, on le met du côté de la baie des Chaleurs, le train ne se serait pas rendu dans Rocher-Percé. Tout simplement. Puis nous, chez nous, puis ça, le ministère des Transports est très au courant aussi. On a une partie du tronçon ferroviaire, quand on regarde le Pabo Mills, Chandler, le banc de Pabo, qui longe, qui est en zone d'érosion. Newport aussi. On a, puis même les gens là, qui demeurent à Port-Daniel-Gascon. Oui, là, il y a un bout de tronçon là, oui, qui est là, assez puis, spécial. ou la cimenterie là, qui longe la montagne, le cap. Là, ceux qui ont pris le train là, s'en souviennent très bien. Là, spatial. Fait qu'il y a des énormes investissements à faire chez nous. Il y a peu de gens, puis quand on regarde au niveau du transport aussi des personnes, peu de gens là, prenaient le train compte tenu des coûts. C'est quand même là, assez dispendieux. Okay.
Fait que, comment on doit envisager ça? Est-ce que c'est rendu quelque chose un rêve inaccessible de penser un jour d'avoir le retour à... Moi, j'ai eu des discussions au bureau du ministère des Transports, Oui. puis c'est certain, ce qui m'a été dit, c'est, écoutez, on va le prendre, là, on va le prendre morceau par morceau. Si jamais il y a des entreprises majeures qui s'installent dans la MRC du Rocher-Percé, et si jamais on a besoin du train, on avisera en temps et lieu. Il y a une chose qui est certaine, la voie ferrée ne va pas disparaître là, au courant de l'année 2015. On ne parle pas de démanteler la voie ferrée. Elle va demeurer là où elle est. Puis, je pense qu'il y a une grosse réflexion à se faire aussi au niveau du transport, parce que là, on parle de transport maritime, on parle de transport ferroviaire, on parle de transport routier, de transport aérien. On a bien beau tout vouloir, mais il va y avoir des décisions qui vont devoir se prendre, puis une réflexion aussi qui doit se faire. Est-ce qu'elle va demeurer propriété du conseil d'administration actuel, qui, on le sait, est sous la protection de la faillite? Là, c'est le bout là, sur lequel je ne peux pas répondre actuellement parce que c'est vraiment là, c'est le syndic actuellement là, qui est le propriétaire là, du tronçon ferroviaire. Chose certaine, c'est un dossier que vous suivez de près à la messe. C'est un dossier qu'on suit de près. Puis moi, je suis vraiment contente aussi que le privé, dans le secteur de Baie-des-Chaleurs, s'intéresse On a acheté une certaine partie. Oui, s'intéresse à la Société des chemins de fer. Puis M. Dubé, qui est actuellement président de la Société des chemins de fer, j'étais entièrement d'accord avec lui quand il a dit, écoutez, nous, conseil d'administration est formé de maires et de préfets. Et quand M. Dubé a dit, écoutez, nous, les maires et les préfets, là, nous ne sommes pas des experts en développement, là, puis en développement de chemin de fer, là, puis de regarder ça comme une industrie à rentabiliser. Ça fait que moi, là, il a entièrement raison. À un moment donné, le privé se doit là, de prendre des choses en main, puis de porter, puis de développer ces dossiers-là. Un autre, disons, affirmation qu'on a entendue dans les médias dans les derniers jours sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, c'est le fameux bout de texte qu'on a vu, et ça a été dit par le Conseil du patronat. On a entendu, disons, on va appeler ça une réflexion pour être poli, là, sur la façon avec laquelle on devrait fonctionner pour en ce qui concerne les régions, le développement des régions. J'utilise le mot développement. Je suis quand même poli dans ma façon de voir les choses. Ça a été quelque chose qui a été dit dans les médias, vraiment, là, qui a été offusquant pour l'ensemble de notre population. On a été directement attaqué avec... Oui, plus qu'offusquant. Moi, j'ai reçu le document la semaine dernière en soirée. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Tellement, là, j'étais sidérée. Peut-être rappeler aux gens l'affirmation en tant que telle. C'est ça, le Conseil du patronat, jeudi dernier, le 29 janvier, a soumis un document en commission parlementaire à Québec. Puis, dans une partie du document, ce qu'on disait, c'était que les régions, les milieux dévitalisés, ça coûtait tellement cher et c'était pas rentable. Et ce qu'il fallait que le gouvernement commence à penser, c'est fermer les milieux qui étaient dévitalisés et rapatrier les gens vers les villes. Carrément un copier-coller de ce qu'on avait pu entendre au lancement du livre pour en finir avec l'arrière-pays gaspésien. En plein ça. C'est quelque chose. On revenait des années, là, fin des années 60, début des années 70. On avait fermé les colonies, les rangs, là, Pellegrin, Saint-Edmond. Bien, c'est fermer les municipalités qui sont dévitalisées. On s'entend que dans Rocher-Percé, ce que le Conseil du patronat disait, c'est qu'il faut fermer Percé, il faut fermer Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, puis Port-Daniel-Gascon. On vide les maisons, puis on rapatrie tout le monde vers les villes. Ils sont revenus sur cette affirmation-là, par contre? Même s'ils sont revenus sur l'affirmation, Mirko, le message qui a été passé, puis ça, là, le Conseil du patronat l'a écrit noir sur blanc dans un document. Ça prouve que la mentalité, elle est là quand tout le monde... La mentalité est là, mais je peux te dire aussi qu'il y a 2 ans passés, quand on a commencé tout le travail sur le dossier de l'assurance-emploi, la Fédération des chambres de commerce du Québec avait tenu exactement le même discours.
si les gens, quand ils ont fini de travailler en région, bien, qu'ils s'en viennent en ville, il y a de l'ouvrage pour eux autres. Ça fait que... Puis je me rappelle, moi, à l'époque, avoir dit, écoutez, là, les gens, là, c'est pas du bataille. Tu les prends pas, puis tu les déménages quand ça fait ton affaire, puis après ça, tu y retournes. C'est une non-compréhension totale des réalités des régions pour avoir des discours comme Exactement. ça. Puis, ce que j'ai reçu comme information aussi, c'est que le Conseil du patronat, ça s'est passé en commission parlementaire. Puis en commission parlementaire, des gens de tous les partis politiques sont présents là, dans ces discussions-là. Puis, ça a fait l'unanimité autour de la table. Il n'en revenait pas de la position du Conseil, heureusement. Du Conseil du patronat. Mais heureusement, mais aussi, ce que ça vient dire, c'est qu'au niveau du Conseil du patronat, nous, là, dans nos régions, il y a des gens, il y en a des employeurs, il y en a des patrons, il y en a des entreprises qui justement, là, sont représentés par ce conseil-là. Ce conseil-là. Puis ce qu'on venait de donner comme message, c'est, écoutez, c'est pas utile d'investir en région. Puis ceux qui investissent, bien, vous êtes quasiment innocents. Là, ça n'a pas de bon sens, puis vous réfléchissez pas là, à ce que vous êtes en train de faire. Fait que même si le Conseil du patronat, depuis la semaine passée... Essayez de corriger le tir. Ils patinent. Ils ont enlevé dans le document, sauf que j'ai le document original. Bon. Ça fait que puis moi, il est écrit, là. Même si on a retiré ça, ça n'empêche pas que le Conseil du patronat a cette vision-là des régions. Et ça, c'est désolant. Quand on sait que 50 % de la population du Québec habite en région, quand on sait que les ressources naturelles sont en région, quand on sait qu'au niveau des gouvernements, on parle d'occupation de territoire, moi, là, c'est à ne rien comprendre. Débrancher de la réalité totale. Complètement. J'imagine qu'à la prochaine réunion de la MRC, du moins en plénière, ça va certainement être discuté, cet aspect-là. Oui, sûrement que ça va être ramené. Puis même là, on voit là, depuis la semaine dernière, parce que je peux vous dire que je me suis assurée de faire circuler le document sur toutes les tribunes. Puis depuis la semaine dernière aussi, on voit que la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec, tout parti politique confondu, tout le monde réagit très fortement là, à ce que le Conseil du patronat a voulu, a dit. Puis bien, il va falloir qu'ils assument leurs paroles. Hein? Tout à fait. Et dans le contexte d'austérité que l'on vit actuellement dans les régions, avec l'abolition de la CRE, l'abolition des CLD, et on doit le dire, c'était comme une couche de plus là, sur quelque chose là, qui était déjà difficile à vivre pour les différentes réalités des régions actuellement. Là. Oui, je te dirais que c'était comme la cerise sur le sundae, mais en même temps, c'est que aussi... Ouais. Mais en même temps, ce que ça nous dit, c'est un petit peu c'est un petit peu comme le chat qui sort du sac. Là. Ouais. C'est que là, on sait à quoi pense le Conseil du patronat. On sait quelles sont ses orientations. Ça fait que moi, c'est comme je disais, le capitalisme à outrance, c'est là où ça mène. C'est au détriment là, des populations qui habitent le territoire. Puis quel manque de respect par rapport à l'histoire, par rapport aux gens qui ont travaillé à les développer, ces régions-là, par rapport à nos bâtisseurs. Oui, mais c'est de la bassesse. Là, il devrait avoir honte. Oui. C'est vraiment la honte au Conseil du patronat d'avoir pu penser, puis d'avoir même osé écrire noir sur blanc dans des recommandations à des gouvernements pour dire, écoutez, voici ce que vous devez faire avec 50 % de votre population. Heureusement, nos représentants politiques de notre secteur se sont complètement levés debout contre cette prise de position-là. Puis ça a fait partie, là, justement, parce que ça a quand même bien tombé, parce que le 30, nous, les préfets, on rencontrait, le ministre Moreau venait nous rencontrer ici en région. Puis je peux te dire que ça a fait partie de l'ordre du jour de la rencontre aussi. Et j'imagine que cet ordre du jour-là, il devait être assez bien rempli dans la situation actuelle que l'on vit. Là, ça devait être une rencontre, disons, assez sportive. Merci. Oui, parce que... Puis pourquoi on a rencontré le ministre Moreau? Juste peut-être là, pour les gens qui nous écoutent. Le contexte, c'est qu'avant les fêtes, avec la fermeture de la CRE, le ministre Moreau avait donné au préfet le mandat
de fermer la crise. De gérer le démantèlement. De gérer le démantèlement. Puis les préfets, nous avions convenu autour de la table, c'est de dire, écoutez, nous, on est élus par des populations, pas pour démanteler, mais c'est pour représenter nos populations, puis on est là pour construire des choses. Ça fait que nous, on n'est pas d'accord avec le mandat que vous nous donnez là, actuellement. Fait que ça avait été, puis le ministre avait pris connaissance là, de notre position. Puis c'est suite à ça que le ministre est venu nous rencontrer. Grosse rencontre d'une durée de 3 heures le 30, où on a vraiment là, pu dire quelles étaient nos insatisfactions actuellement, mais aussi se mettre en mode solution pour dire, écoutez, il y a du travail à faire pour la région et le ministère des Affaires municipales, est-ce que vous êtes prêts aussi, comment vous allez nous aider, puis êtes-vous prêts là, à nous aider, pas seulement le dire, mais aussi c'est dans le faire. Donc, vous n'avez pas ressenti que le ministre pensait revenir sur cette position-là? Pas du tout. Pas du tout. C'était clair, puis le ministre nous l'a dit, on abolit une structure pour vraiment ramener là, dans chacune des MRC, vous allez prendre des responsabilités. Le pouvoir dans les MRC. Le pouvoir dans les MRC, le développement de vos territoires dans chacune de vos MRC. La concertation entre MRC, c'est sa vision? Aussi, oui. Puis c'est sa vision, mais c'est aussi la vision que les préfets ont autour de la table. Parce que pour nous, oui, c'est important. Est-ce que vous pensez à une nouvelle infrastructure qui viendrait remplacer la CRI? Vous allez tout simplement absorber ces responsabilités-là en tant que préfet? Je te dirais qu'à l'heure actuelle, là, c'est au niveau des gens. Les préfets, on travaille déjà ensemble sur divers dossiers, que ce soit au niveau de la Régie des transports, le régime, là, que ce soit au niveau du réseau collectif, tout au niveau du système là, Internet qui ceinture la Gaspésie. On a des ententes avec TELUS. Que ce soit au niveau de la Régie de l'énergie avec l'éolien. Fait que les préfets, là, on est assis sur les conseils d'administration. On fait partie de ces organisations-là. Donc, on travaille ensemble, puis on sait très bien aussi que le développement de la région va se faire par la concertation. Puis, on peut pas aujourd'hui s'isoler chacun chez nous. Sauf que, comme le ministre le dit, on a aussi des gens chez nous qui ont des compétences. Puis ça a souvent été ramené aussi autour des tables en disant, écoutez, l'argent, on veut que ça atterrisse aussi dans chacune de nos MRC. On veut que les gens aient accès à beaucoup plus de services. Tu sais, c'est bien d'avoir des penseurs, mais à un moment donné, il faut agir, puis ça nous prend toujours des par des projets concrets. Il faut que ça aboutisse par des projets concrets. Ça fait que ça, on est d'accord avec le ministre là-dessus. Donc, ça a été tout de même une rencontre positive, si je comprends bien. Oui, ça a été une rencontre positive où le ministre a répondu à beaucoup de nos questions, parce qu'il y a des questions qu'on avait qui étaient, les réponses étaient comme plus ou moins claires. Tu sais, là, quelqu'un nous dit quelque chose, l'autre nous dit d'autres choses. Fait que là, c'est venu, là, comme on dit, c'est venu de la bouche du cheval. Bon. Ça fait que on a réponse là, à nos questions. Fait que nous, comme préfet, on continue de travailler ensemble. Puis on s'est dit, oui, il va y avoir une instance régionale. C'est quelle couleur qu'on va lui donner? Ça va faire partie des discussions là, qu'on va avoir autour de la table. On a d'ailleurs une rencontre de prévue vendredi, le 6 février. Encore une rencontre où on continue là, d'avancer dans le dossier parce que... Entre préfets, vous parlez, là? Les préfets, les directeurs généraux des MRC sont présents aussi. On a le ministère des Affaires municipales qui nous accompagne aussi là, dans cette... Donc, il y a un certain encadrement tout de même qui est offert par le gouvernement. Oui. Il y a un encadrement qui est offert par le gouvernement. Puis ce qui a été très intéressant dans la rencontre avec le ministre Moreau, qu'on a dit, écoutez, nous, là, il y a déjà un travail qui s'est fait dans chacune des MRC où il y a des dossiers régionaux qui ont été priorisés. Puis on se rappellera là, la stratégie de développement le plan stratégique de développement de la Gaspésie. Puis moi, là, tout le travail qui s'est
s'était fait chez nous dans Rocher-Percé avec les organismes du milieu. Oui. On parlait là, d'une 50aine de partenaires. Là. Tout à fait. C'est pas peu dire, là, où vraiment on a établi des priorités. Puis on a dit, écoutez, nous, on va pas recommencer ça. Là. Dans la vie, on avance. Il ne faut pas toujours reprendre. Puis le travail a été fait, puis il a été bien fait. Fait que le ministre a dit, écoutez, on reconnaît le travail que vous avez fait et on est même prêt à mettre sur pied une équipe tactique ministérielle qui va travailler là, à ce qu'on appelle, chez nous en politique, là, fast track. OK. C'est là pour faire avancer beaucoup plus vite Ah oui? les projets qui sont prioritaires. Bon. Puis, fait que ce qu'il nous a dit, c'est entre votre organisation de préfet avec les directeurs et les gens que vous voulez mettre autour de la table, quels sont les ministères que vous voudriez voir assis avec vous compte tenu des projets que vous avez? Fait que ça va faire partie des discussions qu'on a. Puis moi, je suis très contente au niveau de Rocher-Percé de tout le travail qui s'est fait parce que je vois là un avantage important. Tu sais, on a priorisé des enjeux, on est très bien positionné là, actuellement. Donc, si je comprends bien, les projets qui étaient déjà sur la table ne sont pas perdus dans la brume? Pas du tout, pas du tout. Non, on Ben, continue. ça c'est important, hein, parce que Oui. c'est un peu la peur qu'on pouvait ressentir chez les citoyens, hein, Non, de devoir repartir de zéro et que tout ce qui avait été fait dans le passé, vous le soulignez tantôt, il ne faut pas revenir encore sur des choses qui ont été bien faites. C'est Donc, ça, ça a été bien fait, on ça a peut été bien construire fait. sur ces Ça a fondations-là. été fait en concertation, puis moi, là, il n'y a pas personne aujourd'hui qui peut arriver dans Rocher-Percé et dire, écoute, là, les projets que vous avez mis sur la table, ces projets-là ne sont pas importants. Ils sont tous assis sur de l'expertise des gens du milieu. Ils sont assis aussi sur une vision qu'on s'est donnée de développement au niveau de notre MRC. Fait qu'on ne refait pas le travail. Le travail a été très bien fait par les gens du milieu puis par les élus qui sont en place. Donc, Mme Leboutillier, on peut le dire, on va être obligé de conclure très bientôt dû au fait de peut-être un petit manque de temps au niveau du temps d'entrevue. On va avoir certainement à se rencontrer durant le mois de février, mais beaucoup de pain sur la planche et j'imagine que la prochaine réunion de la MRC, deuxième mercredi du mois de mémoire, il va y avoir du pain sur la planche, il faut le dire. Oui, beaucoup de pain sur la planche pour l'hiver et le printemps. La beauté de la chose, Mme Leboutillier, c'est qu'on a un contact direct avec vous. On a le privilège de pouvoir vous recevoir même de façon plus régulière que simplement mensuelle s'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de dossiers à discuter. Oui, puis je vais donc, vraiment... mon instinct me dit qu'on va se revoir bientôt. Oui, puis vraiment tenir les gens au courant de ce qui se passe actuellement là, au niveau de la MRC, là, puis au niveau politique, là, avec les développements. De dossiers, donc, beaucoup de dossiers. Donc, n'ayez pas peur à la maison. Nous allons revenir avec Mme Diane probablement d'ici peut-être une semaine ou deux pour continuer à faire le suivi non seulement des dossiers, mais peut-être discuter d'autres dossiers très importants qui sont toujours en branle et qui sont toujours aussi importants dans notre développement. En plein ça. Merci de votre visite. Ça fait plaisir. Un plaisir de se revoir. À la prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, on a le privilège de recevoir le maire de Grande-Rivière, M. Bernard Stevens, pour parler de projets très importants pour l'année 2015, et aussi de réalisation de projets qui avaient été entamés en 2014. Donc, tout d'abord, bonsoir, M. Stevens. Bonsoir, M. Mercot. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait toujours un grand plaisir de venir jaser de notre ville puis des projets qu'on a. On a l'habitude de se voir à tous les débuts d'année et c'est une habitude qui demeure. Alors, peut-être commencer par un projet qui a fait beaucoup jaser dans les 10 dernières années, sans exagérer, le fameux projet Aqueduc et Égouts, Aqueduc surtout, en ce qui à la ville de Grande-Rivière. C'est réalisé, c'est en marche, l'eau est potable à l'heure où on se parle. Le projet, oui, mon Dieu, ça fait 10-12 ans, vous avez dit 10 ans, il me semble qu'un petit peu plus que ça, le temps passe tellement vite, mais depuis juin 2014, l'usine est en fonction. L'eau est bonne, est claire et limpide. Ça, ce sont les termes de notre technicien et puis de notre firme d'ingénieurs. Et puis, les gens, vous n'avez plus à acheter de l'eau. C'est toujours si vous voulez l'acheter, mais normalement, notre eau est encore meilleure
plus bonne même que l'eau embouteillée. Je ne veux pas faire mais c'est ça. Ils nous ont donné des comparatifs, puis tout ça. Puis, oui. Nécessairement, il y a certains ajustements, mais qui en affectent en rien la valeur de l'eau, puis tout ça. Puis, on n'a pas d'inquiétude à avoir pour on n'a pas aucune inquiétude. C'est tout sur ordinateur. Le technicien, chez lui, la nuit, ça déclenche, puis s'il y a une alarme, il va, puis il saute dans sa voiture, puis il n'y a pas la peine d'aller... il va vérifier nécessairement, mais c'est tout aujourd'hui par ordinateur, puis avec son cellulaire, puis s'il y a un problème à l'usine, il s'en rend compte dans les secondes et dans les minutes. Donc, mission accomplie. Il faut le dire, c'était un projet majeur. Il y a plusieurs millions de dollars qui ont été investis. Ça a commencé au début des années 2000, et puis tout près, là, on disait tout à l'heure 12 ans, tout près d'une quinzaine d'années. Et puis, c'est un projet qui a coûté 12 millions, dans les 12 millions de dollars. Nécessairement, on a eu des subventions là-dessus. Et puis, nous, on était en partenariat, on dessert... on vend l'eau à Sainte-Thérèse. On est en partenariat avec la municipalité de Sainte-Thérèse. Nécessairement, si Sainte-Thérèse n'avait pas été dans le coup, on aurait eu beaucoup plus de difficultés aussi, les gens à payer. Ça fait que là, on se devise les dépenses. Et puis, on n'a pas eu les subventions, par exemple, qui étaient désirées, dues à plusieurs facteurs que je n'énumérerai pas aujourd'hui, mais on s'en est, selon, avec les budgets, on s'en tire très bien pareil. On est à peu près dans nos prix, là. Okay? Et malgré la réalisation de ce projet-là, le 21 décembre dernier, c'était le dépôt du budget à la Ville, on n'a pas eu nécessairement d'hausse de taxes majeure là, pour réussir à faire face à cet emprunt-là. Non, bien, la taxe foncière allait rester telle qu'elle, à 89 sous,24 du 100 $ d'évaluation, mais excepté, on avait dit depuis plusieurs années, depuis le début, depuis qu'on a commencé ce projet-là, que nécessairement 12 millions, un projet de cette ampleur, c'est un coût. Et puis ça, c'est une taxe de service. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on est rentré à peu près dans nos coûts. Une maison qui est évaluée à 100 000 ça lui coûte à peu près 200 $ pour l'eau par année. On avait évalué ça à 250 000, 250 $, c'est-à-dire par porte. Et puis, en tout cas, même si on a perdu, nous autres, à Grande-Rivière, on a perdu une subvention de 1,2 million sur ce projet-là. OK, on a eu une baisse de subvention, mais on s'en tire énormément bien, pareil, avec ça. C'est un projet d'une grande ampleur, puis on peut dire qu'on a une eau supérieure. Oui, puis en plus, elle est à bonne température ces temps-ci. Moi, je l'aime bien froide, là, c'est bien agréable pour ça. Autre dossier très important, Aquaduc et égouts, rue du Moulin. Ça aussi, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Oui, OK. Celui-là, c'est le dossier des dossiers, c'est le dossier prioritaire pour les membres du Conseil. Alors, on se parle. Alors, on se parle. Les études que le ministère nous avait demandées, les dernières études, ils appellent ça une étude de caractérisation. Ça veut dire qu'on a tout fait des études sur les puits, l'eau. Ensuite de ça, sur les puisards, les études ont fini à fin décembre, les dernières études. Au début, ils nous demandaient une partie, après ça, ça a été une autre partie, puis là, c'est la fin. L'étude est en impression. La firme d'ingénieur, on va voir ça ces jours ici, et puis on va cheminer après ça, le processus, on va cheminer cette étude-là, ce rapport final-là, au ministère des Affaires municipales. Un haut fonctionnaire, une personne que M. Baudin et moi, le directeur général, avons rencontré à plusieurs reprises. Et puis là, ça va casser ou ça va passer. Avec ce... OK, nécessairement, ça va être les coûts. OK? Nécessairement, le projet initial, c'était le quadrilatère rue de Bellevue, des Pionniers, du Moulin et de l'Horizon. Mais c'était trop dispendieux parce qu'il y a certains bouts où il n'y a pas de résidence. Et fait qu'ils nous ont dit de se concentrer sur la rue du Moulin, où il y a plus de concentration de gens. Il y a à peu près 68 familles, OK? Donc, le secteur est rapetissé aussi d'autant, les dépenses d'autant. C'était un budget initialement pour ce quadrilatère-là de tout près de 8 millions. Donc, les gens n'avaient pas la capacité de payer. Tandis que là, on a coupé le budget, on a coupé le projet pour s'en tenir selon le conseil et les autres, parce que c'est des gens, c'est des experts aussi là-dedans. On tient compte de la population et de la capacité de payer des gens. Et puis là, on travaille pour mettre l'aqueduc et les égouts dans le secteur de la rue du Moulin. Et puis aussi, il y a des gens aussi dans la côte du ruisseau, là, il y a une partie
des résidents de la Côte de Ruisseau. Si le projet se concrétise, ils vont avoir les services aussi. Encore là, il devrait y avoir une participation financière du gouvernement. Oui, une partie. Est-ce qu'on sait le pourcentage qui est demandé? Normalement, c'est 50 %. Puis nous, là, vu que les tests qui ont passé sur l'eau, il y a 63-65 % des puits que l'eau n'est pas potable. OK? Impropre à la consommation. Puis nous autres, on va se servir aussi de questions de salubrité pour faire augmenter, donc ça c'est une nécessité, une urgence, et puis pour faire augmenter le coût de la subvention, le montant de subvention. Puis en plus, nous autres, on a la taxe sur l'essence là, de 2014-2018. On va avoir au-dessus d'1,1 million, tout près d'1,2 million. Bien, moi, avec les membres du conseil, on va réserver cet argent-là pour mettre sur ce projet-là. On va tout mettre les chances de notre côté pour que le projet se concrétise parce que c'est un besoin. Puis les gens nous en parlent. Même en fin de semaine, je suis allé au dépanneur. Là, et puis il y a des gens qui disent comment est-ce que ça va, monsieur le maire? Mais là, on est rendu à l'étape finale. Okay? Moi, je dis que je ne peux pas dire combien de mois, là, mais dans peu de temps, d'ici au printemps, on va avoir la réponse si le projet va être faisable. Puis, nécessairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. OK? On peut dire on va passer l'aqueduc mais on ne veut pas, ça veut dire étouffer nos payeurs de taxes aussi, nos gens. Insoutenable. Oui, bien soutenable. Moi, je dis que puis les gens, lorsque je rencontre les gens, puis je suis allé dans les maisons durant la campagne électorale, puis tout ça, puis même dans les places publiques, je les rencontre. Normalement, puis c'est comme tous les gens payent, un secteur normal, c'est 550-600 piastres pour l'eau et l'eau. C'est un prix raisonnable. Mais en haut de ça, puis haut de ça, c'est difficile parce que vous savez qu'il y a bien des gens, c'est une population âgée, dans ce secteur-là aussi. Et puis, il y a des gens qui travaillent, bien, ils travaillent au salaire minimum, puis il faut respecter ça, il faut tenir compte de ça. Donc, c'est un dossier qui est suivi. Ah, bien, c'est le premier dossier, puis les gens, à chaque fois, même les conseillers, à chaque fois qu'on a une réunion, bien, avez-vous des nouvelles, puis nécessairement, ils veulent, puis on veut tout pour ces gens-là, parce que il y a beaucoup de puits, même avec de l'eau, si on fait bouillir, on a eu des résultats de certains tests, là, même en faisant bouillir l'eau, 3-4 minutes, ils conseillent de ne pas boire l'eau. Donc, ces gens-là, actuellement, sont obligés d'y aller avec la consommation? Oui, puis ils sont obligés d'acheter des choses secondaires. C'est pas évident, puis ça coûte 400 000 $ ces appareils-là pour que l'eau soit en bonne condition. En tout cas, c'est le dossier que nous avons fait tous les efforts. Comme je vous dis, on va avoir ce rapport-là qui est en train qui est à l'imprimerie parce que c'est un dossier qui est épais, là, en tout cas qui est volumineux. On a rencontré l'ingénieur la semaine passée. Tout de suite, nous autres, on y a envoyé les résultats de ce rapport-là. Et puis, on va monter, le gérant puis moi, à Québec. Tout dépend de l'allure, puis de leur bonne humeur pour aller, puis nécessairement. On a déjà parlé au ministre là-dessus. J'ai rencontré le ministre à 2 reprises avec le directeur général, oui, le ministre d'Amour, puis j'ai rencontré... Et malgré l'austérité, vous demeurez positif, là, qu'on ressent? Bien, apparemment, moi, j'ai su, là... je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais après que tout va être fini, ça ne prendra pas 1 million d'années. Puis d'avoir un projet de même, là, même qu'ils nous diront, bien, vous allez l'argent, les gens n'auront pas l'eau demain matin. Là, ça prend une certaine période, les plans, puis tout ça, puis les devis, puis les ingénieurs. Bon. Apparemment que l'emphase, après l'austérité, l'emphase va être mise sur des projets comme ça. Des projets d'infrastructure, d'aqueduc, puis d'égouts, des gens qui en ont besoin. On se fie là-dessus, en tout cas. Faut être un peu... une vision positive. Positive. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, un ancien coach du Canadien qui disait dans les années 70, il n'y en aura pas de facile. Mais pour les maires ici, des régions, il n'y en a pas de facile. Il n'y a aucun dossier facile. Je vous le dis, là, le dossier de l'eau potable, ça a pris tout près de 15 ans. OK? Il y a des maires qui ont passé là-dessus, il y a des maires qui ont travaillé fort, puis tout ça. Et puis, même le dossier du 20 logements, c'est seulement un dossier de 3 millions. Il a fallu aller chercher de l'argent dans le milieu. Il a fallu aller chercher au-dessus de 3/4 de millions d'argent dans le milieu. Ouais. En plus, qu'on a donné 25 ans de congé de taxes. Il n'y a rien de facile. Il faut travailler fort, il faut bûcher fort. Puis ce dossier-là, des 20 logements, il me semble que ça a pris 7 ans avant d'aboutir. Mais par exemple, je vous dis que
C'est un beau bloc appartement. Oui. Le monde est fier, puis les gens sont contents de demeurer là. Une belle façon d'améliorer la qualité de vie. Oui, des la aînés, qualité de d'offrir vie. des Ouais. logements de qualité. On est chanceux, par exemple, pareil, parce que là, il y a eu un moratoire sur Ah oui. Oui, puis c'est encore de plus en plus difficile. Ils demandent oui, la on part des ressent milieux. ça. Là, la part des milieux, Encore là, plus c'est grande. encore plus élevé. Ouais. Parlant de dossiers difficiles, M. Sylvain, je vais profiter de l'occasion de vous avoir ici en studio. Et là, je vais parler à l'administrateur en ce qui concerne la Société des chemins de fer de la Gaspésie. On entend beaucoup, je vous vois sourire, on entend beaucoup parler dans les médias des derniers jours de ce dossier-là. Et puis, on doit le dire, là, on a eu une surprise dans les derniers jours en ce qui concerne le déficit cumulé de la société. Et vous ne vous attendiez pas à un déficit de cet ordre-là en tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur, nous autres, on ne s'entendait pas à ça parce que lorsque le 21 novembre, on a eu une conférence téléphonique nécessairement, puis pour se placer sur la loi de la protection des créanciers, de la faillite, puis tout ça. Puis on nous a dit que les créances étaient d'1,3 million. OK, pour un secteur de Matapédia à Percé, même si c'était pas, même si c'était pas le Pirou, là, tu sais, on disait, 1,3 million. Et puis, moi, j'ai demandé aux responsables, à l'administration, s'il y avait beaucoup de gens de notre secteur qui avaient des créances, OK, il y a beaucoup de gens ici, là, tu sais, dans la MRC, puis ils nous ont dit qu'à peu près pas, mais on a eu une surprise. Le 26 novembre, 5 jours plus tard, après la réunion, après qu'on s'est mis sur la loi de la faillite, on a reçu un document du syndic nous disant que la dette était de 3,258 millions. 3 millions et quart, au lieu de 1,3 million. OK? Et puis là, hier, c'était rendu, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. La dette officielle, c'est de 3,6 millions. Tout près de 4 millions. Comment une dette a pu être gonflée de cette manière-là Pas gonflée, gonflée. C'est les gens allaient réel, la dette. Comment les administrateurs... Ils ont dépensé de l'argent qu'il n'y avait pas. Okay? Mais les administrateurs n'ont pas vu ça passer? On n'a pas vu ça passer, ça administrait, puis tout ça, tu sais. Okay. Mais moi, on porte tout le fardeau de ça, tu sais. Mais moi, c'est qu'au début, ça a commencé... D'abord, la Société des chemins de fer a pris possession du tronçon en 2007. La Société des chemins de fer appartient au MRC, OK? Et puis, depuis 2007, il y a eu tout près de 45 millions, pour être plus exactement 44,5 millions de dépensés sur la réparation du tronçon. OK? Après tant de millions, là, tout près de 50 millions, le train est encore en gare à Matapédia. OK? Moi, j'ai un peu une consolation. Leur plan, à la réunion du printemps 2012, lorsque on a eu 17 millions pour réparer le tronçon, OK? Apparemment qu'il y avait une entente que les fonctionnaires du gouvernement disaient qu'il fallait réparer seulement un bout du côté ouest, puis un bout du côté sud, du côté est ici, c'est-à-dire Matapédia Nouvelle et Gaspé-Percé, le 17 millions. Moi, j'ai voté contre. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens pour le train touristique. On va prendre cet argent-là, OK? On va prendre cet argent-là, et puis, à partir de Matapédia, le train arrête là, on va arranger le tronçon. On va faire ces 17 millions-là, OK? Là, il y a eu une dépense, nécessairement, que ça a passé, qu'ils se sont attendus pour arranger le tronçon, une partie du tronçon de l'ouest, les deux parties, les deux bouts, puis le milieu à rien. C'est nous autres, ça. C'est nous autres, ça. Puis, ça, c'est en 2012. En 2013, on a eu un autre million. Le gouvernement a changé. C'est un autre parti. On a eu un 10 millions dans ça. Au mois de juin, à Bonaventure, Mme Marois est venue annoncer un autre 10 millions. Ça faisait 27 millions. Ils ont mis l'argent à la même place. Puis, ils ont resté ici, le milieu, la MRC du Rocher-Percé. Okay? Mais si on avait tout mis l'argent, à partir de Matapédia, la voie ferrée serait arrangée, c'est pas mal certain, à aller jusqu'à Noucarlaï. Au moins le train passerait jusqu'à Noucarlaï. Mais vous n'étiez pas contre le projet du train? Moi, je n'étais pas contre le projet de suite. Vous étiez plutôt d'y aller en priorité pour la réparation de arranger le tronçon. Puis ensuite, il y avait un projet. Je voulais arranger le tronçon. Puis il y avait le maire de Chandler, on était les deux on est 7 administrateurs. Oui. OK? On a voté contre ce plan-là. Okay. L'autre, on a dit, mettons l'argent sur le tronçon à partir de Matapédia.
Mais qu'on n'a plus d'argent, si on est rendu à Port-Beaumille, si on est rendu à Newport, si on est rendu à Gascon, si on est rendu à Caplan, le train va arrêter là, puis on va te demander, ça va être plus facile. Mais là, ils arrangent un petit bout, puis un petit bout, ils mettent des pièces. Je dis, moi, je n'étais pas contre le train touristique, OK? Pour emporter les croisiéristes à Percé. D'abord, ils montaient déjà, il n'y avait pas de presse. Ils montaient déjà par autobus. Là, à l'heure actuelle, il y a plus de gens. Ils ont eu le train touristique depuis 2 ans. Il y a plus de gens qui venaient avant parce qu'il y avait des autobus en masse. Tandis que là, dans le train, ils peuvent juste en faire monter entre 180 et 200. Puis avant, j'ai pris des informations, j'ai parlé aux propriétaires des autobus. Il y allait à peu près avant 350, 375, 400 croisiéristes à Percé, tandis que là, il y en voit seulement 180. Selon ce que le train peut suffire. OK? Et puis, moi, comme j'ai dit, là, pour enchaîner, je n'étais pas contre le train touristique, mais après qu'on ait le train puis que nos gens puissent se servir du train. Après qu'il est passé, là, on se paye la traite après. On peut se payer un petit train touristique après que le train sorte, mais pas avant. À notre détriment. Et puis aujourd'hui, ben, on voit qu'est-ce qui s'est passé, là. Est-ce qu'on peut encore y croire à ce projet-là? Moi, je veux dire, là, il y a des privés. Est-ce que la loi de la protection de la famille, est-ce qu'on risque de perdre cette... il y a des privés qui veulent justement... Oui, on entend parler des médias, oui. Les gens de Temrec, parce qu'il faut que les autres, le bois puis tout ça, ça va par train. Et puis, il y a une coop à Caplan. Puis, il y a GD-Rail à New Richmond qui ont besoin du fret, OK, des choses. Puis là, ils vont acheter ils sont prêts à faire un plan d'affaires. Puis ils ont demandé au MRC d'investir chacun 50 000 pièces. Ça fait 200 000 pour MRC, puis l'autre, ce sont des privés qui achèteraient le bout du rail de Matapédia aller à Caplan. Oui, c'est pour leur projet de réparation. C'est pour leur projet de réparation, j'ai des rails, puis GDS, nécessairement du bois, ils transportent le bois, puis il y a le coop de Caplan qui en a besoin. Mais nous autres, ça nous prend une garantie, puis nous autres, est-ce qu'on va aller? Bien, moi, je ne veux pas présumer pour la décision du Conseil, mais moi, personnellement, on n'a pas de possibilité à l'heure actuelle. Nous, là, ils nous ont laissé Mme Legault de côté, OK? Et puis, moi, je crois pareil à l'avenir du rail après, parce que faut penser à la mine de Port-Daniel. OK? Il va peut-être avoir du transport qui va se faire là, lorsque la mine va être ouverte en 2016. Et puis, on a toujours parlé à Gaspé des pales d'éoliennes. OK? Le transport, apparemment, c'est plus... Puis là, c'est tout là qu'on voit, puis on dit comment ça se fait qu'ils s'occupent du train touristique, puis parler du transport de pales. Tu sais? Moi, je dis qu'il faudrait... le train de passagers, lui, en tant que tel? Bien, en tant que tel, nécessairement, si la voie est en fonction, les trains de passagers... Il pourrait suivre. Ah, ouais. Puis en plus de ça... Il n'aurait pas une vocation uniquement en plus de ça, il y a eu... Oui, en plus de ça, il y a eu une erreur de fait il y a 2 ans. On a mis un mauvais produit sur la voie ferrée pour tuer les... Ben oui. Et puis, ça a mis en cause les flux clignotants des passages à niveau, puis les gens de Virail ont eu peur. Puis, monsieur, je vous dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a eu 44 000 piastres, 44 millions, point 5 du gouvernement, puis le train est encore à Matapédia. On peut s'attendre à quoi à moyen terme, là? Bien là, il y a un plan qui va se présenter il y a une décision qui va être présentée au gouvernement. Est-ce que pour acheter les créances, OK, les syndics, mais après ça, ils vont demander au gouvernement d'entretenir le rail. Mais est-ce qu'après un montant d'argent de même que le gouvernement a donné, puis le train est encore à Matapédia? Tu sais, il y a bien des fois, les gens critiquent le gouvernement, là, mais quand ils voient ça, ils aussi la même chose que moi, là. OK, ils voient ça aussi, qu'il y a des dépenses qui sont faites, puis est-ce que ça a été fait dans la bonne direction, puis dans le bon sens, puis... en tout cas, moi, je souhaite que le train propre, surtout qu'on a seulement un départ d'autobus par jour, OK, à Grande-Rivière, seulement un départ, et puis ça va coup-ci, coup-ça. L'économie d'une région se développe par les moyens de transport. OK, par les moyens de transport, là, nous autres, on est en train de travailler sur le développement de notre aéroport. Puis c'est pas facile non plus. Tu sais, c'est pas facile. Il y a un aéroport à Bonaventure. Oui. Il y a un aéroport à Gaspé. On n'aura certainement pas l'appui de ces gens-là. Là. Ouais. Tu sais, ça, je te dis, c'est pas facile. Puis la MRC, puis l'aéroport appartient aux 5 municipalités de la MRC. Puis on travaille là-dessus. Il y a des études, la majorité des études sont finies. On sait les coûts de l'agrandissement de la piste de 4 500 pieds, de 5 000, 5 500, puis de 6 000. C'est des prix énormes, mais en autant que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout va en fonction de l'argent.
Monsieur Steven, on va conclure cette première rencontre ensemble avec ce dossier-là. C'est quand même assez lourd, mais c'est quand même un dossier qui va être suivi de très près. Et on va avoir le plaisir de se revoir d'ici quelques jours pour réaliser une autre entrevue. Et à l'intérieur de cette entrevue-là, on va parler de plusieurs autres projets importants en développement sur lesquels vous êtes en train de travailler, vous et le Conseil de Ville, bien sûr, pour l'année 2015. Donc, je vous remercie infiniment, Monsieur Stevens, de votre visite et puis au plaisir de se voir d'ici quelques jours. C'est bien. Ça fait plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre capsule mensuelle, la capsule Le Fou de Bassan, et en notre compagnie, l'éditeur du journal, M. Roger Clavet. Bonsoir, M. Roger. Bonsoir, Mirko. Ça va toujours bien? Moi, super bien, super bien. Deuxième édition de notre fameuse capsule Fou de Bassan. Oui. Qui a débuté par une superbe de belle collaboration avec vous, et on est toujours fiers de cette collaboration, et c'est avec plaisir qu'on va débuter cette capsule. Bien, ça nous fait immensément plaisir également d'être ici parce que vous êtes un collaborateur. La télévision communautaire nous accompagne comme bien d'autres. Alors, c'est très agréable de travailler avec des gens qui croient en nous et on vous en remercie. Alors, on va débuter peut-être avec un petit retour sur l'édition de décembre, dernier numéro du journal Le Fou de Bassan. Et dans ce numéro, on va peut-être commencer par un genre de petit résumé de ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur de cette édition. Et il y avait un reportage en ce qui concerne M. Jean Damour. Oui, oui, tout à fait. Puis c'était assez intéressant parce que c'était lors de l'inauguration du centre de proximité, de justice de proximité. Et j'en ai profité pour parler au ministre responsable de la Gaspésie, parce qu'il n'est pas en Gaspésie physiquement, vous le savez, il est à Rivière-du-Loup. Alors, quand on a l'occasion d'avoir le ministre responsable de la Gaspésie au moment où il y a beaucoup de compression, on lui a posé des questions entre les coupures de ruban puis les coupures de service. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de coupures de ruban, inaugurer des choses, puis un petit peu moins de coupures de service, dans le style d'humour du Fou de Bassan? Et le ministre a répondu. Donc, on a quand même eu cette occasion de remettre les pendules à l'heure au niveau des grandes compressions, la réorganisation du gouvernement. Et ça, c'était un article, je pense, qui a été bien lu, peut-être pas apprécié dans le sens qu'on était d'accord avec tout ce que le ministre dit. C'est un peu les enjeux publics, c'est normal. Et je pense que l'occasion était belle de dire aussi aux décideurs politiques, quand vous passez au journal Le Fou de Bassan, c'est pas nécessairement tout ce que vous allez dire qui a valeur d'évangile. On remet ça dans le contexte, on essaie d'être positif dans les nouvelles et on a donné la chance au ministre, puisque dans les numéros précédents, on parlait beaucoup, on avait donné la parole au groupement citoyen, à l'opposition. Là, c'était la chance à lui de faire valoir son point de vue. On retrouve à l'intérieur du journal une panoplie d'informations et maintenant on retrouve même des avis publics. Alors, les avis publics, là, Mirko, c'est très important parce que, vous savez, c'est ce genre d'avis que publie une municipalité, une ville particulièrement, qui dit, par exemple, qu'il y a un règlement de zonage. C'est pas ce qui est le plus intéressant à lire entre vous et moi, c'est très technique, mais c'est des sous et les villes sont tenues par la loi des villes d'annoncer dans un journal ces changements. Alors, zonage, avis de recrutement. Et nous, on n'en avait pas, puisqu'on est un nouveau joueur là, sur la scène publicitaire. On en est à préparer notre 4e numéro. On n'était pas connus. Et là, il y a des villes déjà qui ont commencé à nous faire confiance, la MRC, la ville de Chandler, la ville de Grande-Rivière. Alors, on est heureux parce qu'il n'y a pas de subvention à ce journal-là. Et il ne vit que de la bonne volonté des annonceurs et du public qui nous appuie, qui le lit. Alors, nos premiers avis publics sont importants. Mon fils et moi, qui est derrière l'aventure du Fou de Bassan, et mon épouse qui nous appuie, on est très fiers parce que ça veut dire que maintenant, les municipalités, les villes, les élus, les commissions scolaires sont en train de s'apercevoir qu'il y a un nouveau joueur. Et tant qu'à encourager une entreprise, bien, encourageons une entreprise familiale locale, mettons la publicité de nos municipalités, de nos villes, dans un journal comme ça, plutôt que d'envoyer ça à la concurrence qui s'en va à Montréal avec l'argent de chez nous. Alors, un petit peu, dans ce sens-là, on est très heureux de dire
On encourage les villes à continuer de nous appuyer. Toutes les villes de la MRC, on en a besoin de cet appui-là. Et puis les citoyens aussi sont à même de faire pression parfois sur les villes pour dire c'est un contenu qui nous intéresse. Et on a eu des échos très favorables par rapport à ça, en disant enfin, on peut lire des nouvelles de nos villes par rapport aux avis publics. Puis maintenant, il y a beaucoup de contenu qu'on va développer autour de ces avis publics. Effectivement, plusieurs sujets variés. Et justement, il y avait un petit article sur les aurores boréales qui était quand même assez bien apprécié. Hein? Bien, parce qu'on se dit, un journal en couleur, il n'est pas en couleur un peu, il est tout en couleur du début à la fin. Il y a quelqu'un qui est venu à nous, et ça arrive souvent avec le foot bassin à Mirco, les gens viennent nous voir, on n'a pas de contenu préétabli, et tout à coup, quelqu'un nous dit, ben moi, je travaille dans tel domaine, mais j'ai un passe-temps, et je m'amuse à prendre en photo les aurores boréales. Mais quand il nous a montré ces photos, on était emballés, on s'est dit, est-ce que ça va bien sortir? Parce que c'est pas un magazine, c'est un journal. Et, mon Dieu, ça a donné un résultat extraordinaire. Et à travers ça, il nous a donné une notion de ce que c'était les aurores boréales, un phénomène, et des photos prises ici, à Chandler, à Pabot, sur notre territoire. Donc, c'était très, très intéressant. Puis, un journal, c'est pas aussi uniquement du sérieux. Il faut varier, il faut en mettre pour le spectacle, il faut en mettre aussi pour le contenu. Le ton du foot bassin, c'est peut-être ce qui explique un peu son succès. Parce qu'on est à la fois assez fou pour se lancer dans l'aventure de lancer un journal, puis assez sérieux pour respecter le contenu et respecter nos lecteurs. Il y a la fameuse chronique avec M. Jean Perron qui devient nécessairement un incontournable avec le temps. Et puis, on a nécessairement discuté de la nouvelle de l'heure en ce qui concerne le sport et le hockey au mois de décembre, le décès de M. Béliveau. Oui, Jean Béliveau, le regretté Jean Béliveau, grand joueur de hockey. Même les plus jeunes qui ne l'ont pas connu en ont entendu parler. Et qui de mieux que Jean Perron, l'ancien entraîneur du Canadien. Donc, quand on lui a demandé, est-ce que vous avez une affection particulière pour Jean Béliveau? Mais il m'a dit, ça a toujours été mon idole. Alors, j'ai dit, ah oui. Alors, expliquez-nous un peu des anecdotes. Alors, il a fouillé M. Perron, qui est notre collaborateur régulier, et à son grand regret, il dit, j'ai un seul grand regret, j'ai pas de photo de Jean Béliveau et moi. Et toute notre vie, nos chemins se sont croisés quand il était entraîneur du Canadien, dans d'autres occasions. Et il dit, toute ma vie, quand j'étais au Forum, les gens venaient me voir puis voulaient être pris en photo avec Jean Béliveau. Alors, moi, j'étais pas sur la photo, il dit. Alors, on a cherché ensemble, puis il n'y en avait pas, et je lui ai fait la surprise de trouver dans une édition d'un calendrier où on voit les gagnants de la Coupe Stanley, je crois que c'est 87 ou 87, 88, et on voit Jean Perron comme entraîneur de l'année, et puis Jean Béliveau sur la même photo qui fait partie de l'organisation du Canadien. Donc, c'était intéressant, et encore ce numéro-ci, Jean Perron va nous étonner. Je crois qu'on va parler des échanges, la saison des échanges au hockey. Vous savez ici que les gens, on en mange du hockey, hein? On en mange du Canadien de Montréal. Alors, Jean Perron va nous faire un petit peu ses pronostics qui sont sur les échanges dans la Ligue nationale. Ça, c'était en gros pas mal le contenu de ce qu'il y avait dans décembre, dans le numéro de décembre. Et en prévision de celui-là, c'est pour vous mettre en appétit de ce qui s'en vient. Il y a aussi pas un aspect, mais un élément, un sujet. Un élément dans le journal qu'on a dit en préparation de l'entrevue, on l'a appelé FAQ, la fameuse foire aux questions. Ah oui, la foire aux questions. Vous savez, quand vous allez sur un site Internet, il y a toujours FAQ, foire aux questions. Et nous, mon fils est arrivé avec une idée, on disait on va faire une foire à questions, parce qu'on reste fou, hein. Et la foire à questions, c'est toutes les questions que les gens nous posent en nous croisant sur la rue, au supermarché, parce que c'est un nouveau joueur, ce journal. Les gens nous disent comment est née l'idée? Et alors, dans un ton encore humoristique, il a répondu à toutes les questions, et puis il y en a d'autres. Puis on invite les gens, là, à un dialogue avec la communauté, nos lecteurs. Alors, si vous avez des questions à nous poser, il n'y en a aucune qui est bête. C'est toujours intéressant de se faire poser des questions comme comment vous faites pour vivre? Bien, comment on fait pour vivre? On vend de la publicité, puis on travaille très fort, puis on respecte notre communauté. Alors, on répond aux gens, puis ça donnait une chronique fort intéressante. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions. On a tenté de répondre à au moins une quinzaine de questions, mais on a toujours des interrogations, puis les gens nous appellent en nous disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi le nom, le foot bassin? Pourquoi? » Alors, je pense qu'on va initier un genre de chronique qui va répondre aux questions que les gens se font du journal Le Foot bassin. Et un journal au mois de décembre sans lettre au Père Noël, je crois qu'il aurait manqué quelque chose. Et cette lettre était toute particulière. Hein? Oui, c'est une lettre au Père Noël signée par le Foot bassin. C'est le Père Noël qui écrit à Philippe Couillard. Alors là, c'est étonnant. Puis il y a des gens qui m'ont dit, vous avez un éditorial? Non, on n'a pas d'éditorial.
Et ça intrigue encore les lecteurs. Pourquoi vous n'avez pas d'éditorial quand les autres journaux en ont? Parce qu'on s'est dit, les gens ne manquent pas de commentaires. Ce qu'il manque, c'est de l'éclairage. Mais on s'est permis, quand c'est le Père Noël, c'est pas une ligne éditoriale. Le Père Noël a le droit à tout, à toutes les questions. Et il a posé les questions à Philippe Couillard sous la forme d'une lettre ouverte, et c'était très amusant. On avait même un dessin, une illustration du Père Noël sous les traits de Philippe Couillard, parce qu'il y avait ressemblance un peu. Hein? Si on vous mettait la barbe blanche et tout ça, avec un bonnet de Noël du Père Noël, vous ne ressembleriez, Mirko. Alors, on a fait la même chose. Mais en tout cas, ça a été très amusant. Puis l'illustration, je vous l'annonce en primeur pour le prochain numéro, le numéro de février, qui va sortir très, très bientôt. On va avoir une illustration et, ma foi, c'est du talent local qu'on retrouve. Parce qu'un des rôles du journal, c'est de dépister le talent et pas aller le chercher à l'extérieur parce qu'on en a suffisamment ici dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, retenez qu'il y aura une illustration et vous m'en donnerez des nouvelles. Je pense que l'artiste qu'on a trouvé est absolument sensationnel. Actuellement, au niveau du foot bassin, ça bouge beaucoup. Vous avez même déménagé dernièrement. On a déménagé. C'est un petit peu triste parce qu'on était habitué. On était dans un local à côté de la Société Assurance Automobile qu'un commerçant de bon cœur nous a prêté pour nous lancer en entreprise. Et c'est fait. Mais évidemment, les lois du marché étant ce qu'elles sont, il y a quelqu'un qui voulait, le gouvernement veut le louer pour 2 ans. Il a fallu se trouver un autre endroit. Et on est rendu maintenant au Technocentre. Des technologies des communications, ça va bien, communication, technologie. On se retrouve maintenant dans un nouveau local et on l'aime énormément. Puis j'invite les gens qui ne savent pas où c'est le Technocentre. Ce sont des micro-entreprises ou des entreprises qui travaillent en technologie et ils font des arrangements extraordinaires. Il y a des gens qui inventent des logiciels. Oui. Ça grouille de talent. Vous connaissez le Technocentre et puis ils font des alliances avec des partenaires commerciaux très importants. Ça va de la petite entreprise à la moyenne entreprise. Très intéressant. Donc, on se fond là-dedans. Et notre local, pour les gens, c'est sur la rue commerciale, c'est l'ancienne caisse populaire qu'il y avait à cet endroit-là, à Chandler. Dans la prochaine édition du 17 février prochain, il va y avoir un scoop en ce qui concerne l'industrie des pêches. Ah oui, puis on essaie avec les moyens réduits, parce qu'on a l'impression, quand on voit le journal, qu'on est 20 ou 25 personnes. On est toujours 2. On demande d'ailleurs de l'aide, des coups de pouce des amis pour nous aider à trouver la nouvelle. Mais là, on a trouvé une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est une nouvelle intéressante, pas nécessairement réjouissante, mais qui va toucher le secteur des pêches, notamment les usines. Et on va aller chercher le fond de la vérité derrière ce dossier-là. Ça demande un peu de journalisme d'enquête et on n'est pas nombreux pour le faire, mais je pense que c'est rendu que les gens communiquent avec nous pour nous donner des primeurs. Bon. Et ça, j'insiste, ça veut dire que les gens se reconnaissent dans le journal. On est très, très heureux de ça. Et demeurons dans le domaine des pêches, de l'information, ce qui concerne l'École des pêches, l'évolution avec le nouveau plan stratégique qui a été mis en place. Bien oui, l'École des pêches a une nouvelle directrice générale et puis on va la présenter. Et par la même occasion, le plan de relance, il y a toutes sortes de choses. Ça bouge à l'École des pêches et on tient à ce que cette école se poursuive, continue. C'est une tradition, ça fait plus de 60 ans que ça existe. Et puis, entrer à l'intérieur pour aller voir ce qui s'y prépare, ce qui s'y fait. On va peut-être changer notre vision des choses. En fait, c'est ce qu'on souhaite en rencontrant la directrice générale, Isabelle Jalbert, et puis on va lui poser des questions que les gens se posent aussi dans la rue. C'est un objet de fierté, l'École des pêches, donc on va y aller. C'est un joyau, puis il ne faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose de mauvais. Au contraire, on va aller voir, puis on va poser les questions que les gens nous demandent de leur poser également. Et je suis bien confiant que ça va être un article qui va être très, très lu, ça. Donc, à suivre dans la prochaine édition. Et vous avez même des projets d'expansion. Ah, les projets d'expansion. On est modeste, on est humble, on ne fera pas demain matin une multinationale de l'information, mais comme on paraît une fois par mois, il y a des gens qui me font pression beaucoup pour qu'on puisse être publié 2 fois par mois. Et nous, je ne vous en cache pas, je m'en cache pas, on serait très heureux de faire ça. C'est les ressources, de trouver le temps, de trouver les gens. Mais on y vient parce que ça répond à un besoin. Il se passe 1 mois. Voyez-vous, on a fait relâche en janvier. Le dernier a paru le 22 décembre. On s'en va en février. Ça va être un petit peu... Et les gens attendent notre numéro. Ils nous appellent, ils nous disent, bien là, il n'est pas sorti en janvier. Ben non, on ne l'a pas fait.
Parce qu'en janvier, tout le monde a fait relâche un peu parce que c'est plus ralenti, puis on s'est reposé, on est en pleine forme, donc on va... Et c'est cette idée-là que peut-être, si on a les ressources, si on est en mesure de le faire, si les gens le souhaitent aussi, si on nous le demande, on va y être. Je pense qu'on s'en va vers là, tant les annonceurs et le secteur communautaire qui, depuis octobre, novembre, décembre, maintenant février, est présent, nous appuie, parce que pour le communautaire, c'est gratuit de parler d'eux-mêmes, ces gens qui nous font du bien, et de révéler des portraits des gens. Et les commerçants, c'est la même chose. Les organisations ont besoin de se voir dans leur journal, et c'est un peu ce qui explique le succès du journal, c'est que c'est pas nous autres qui est meilleur, là. On est content, je pense qu'on a un petit peu de talent, on a beaucoup de folie, mais c'est les gens qui font le talent parce que c'est ces gens-là de la communauté qui nous lisent et qui réclament le journal. Et les camps, dira-t-on? Ah, les camps, dira-t-on, les cancans même, dira-t-on, parce que des cancans, ça existe dans toutes les villes du monde. Et puis, je pense qu'on est très bon dans le cancan, là. On n'est pas assez maître dans le cancan. Et c'est peut-être l'article, c'est en page 2, c'est toujours le plus lu, parce qu'on rencontre des gens qui ont des anecdotes à nous dire, ou on révèle une personne qui a un passe-temps. La dernière fois, il y a une dame qui collectionnait des cartes. On a parlé d'un boucher dans une épicerie locale. Et pour vérifier si le journal est lu, bien, vous allez demander à celui dont on a parlé quelques phrases. Il s'est fait taper sur l'épaule 30 ou 40 fois quand il dit « Ah, on a parlé de toi », puis ils font des blagues. Nous, on a un outil pour mesurer que le journal est lu. C'est les cancans, dira-t-on. Puis j'invite la population, s'ils connaissent des anecdotes ou des choses sur les personnalités qu'on connaît, mais leur passe-temps, leurs habitudes, on ne sait pas toujours. Puis autour de nous, il y a des gens qui méritent vraiment d'être connus. Je pense que c'est la leçon qu'on retient jusqu'ici, mon fils et moi, dans le journal de Foot-Bassin, c'est qu'on n'a pas encore rencontré une personne dans la MRC du Rocher-Percé qui était plate, qui n'avait rien à dire. Si on prend le temps d'écouter les gens, je pense qu'on trouve des merveilles. Eh bien, M. Roger, encore une fois, une capsule Foot-Bassin très intéressante qui nous met l'eau à la bouche pour la prochaine édition du 17 février prochain. Donc, c'est à suivre de près et de plus, c'est reçu par la poste. Donc, on n'a pas d'excuses, on le reçoit automatiquement dans notre boîte aux lettres. C'est bien et ça? Ceux qui ne l'ont pas, c'est la formule qui demeure. Oui. On n'est pas dans un public-sac et on est à la poste individuellement pour chacun des individus. Il y a 10 000 exemplaires. En plus, nouveauté, on a été déportés dans les centres de soins de longue durée. On se dit, les gens s'ennuient. On leur donne un journal, on leur donne, on ne vend pas des piles de journaux. Oui. Parce que le journal, c'est notre communauté. Et notre communauté, c'est aussi les gens âgés, c'est aussi les jeunes, les centres des jeunes. On en laisse partout. Puis si on en a oublié des places, là, communiquez avec nous, ça nous fera plaisir. Puis il y a l'infolettre à laquelle on peut s'abonner. Les coordonnées sont dans le journal pour rester à jour entre les numéros. Et puis communiquer avec nous pour nous refiler de l'information. Vous voulez qu'on parle d'un sujet? Appelez-nous. Foot-Bassin est là pour ça. Donc, ça va conclure la capsule Foot-Bassin pour l'édition du 17 février. On se revoit à la fin février, début mars pour la prochaine édition. Encore une fois, une superbe de belle capsule. Merci de votre visite à la télévision communautaire. Merci, Mirko. À bientôt. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur le facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse sur quelques entrevues que j'ai réalisées le 2 février dernier, jour de la marmotte à Val d'Espoir. À la semaine prochaine.
M. Gaétan Lelièvre, 6e édition du Jour de la Marmotte à Val-d'Espoir. Une belle activité encore aujourd'hui. Très belle activité. La météo est de la partie, même si c'est froid un peu, c'est pas grave, on est bien. Puis écoutez, moi je suis fier de l'événement parce que c'est un événement qui a commencé chez nous, à Val-d'Espoir, Percé, en Gaspésie. Puis ça nous permet de rayonner à la grandeur du Québec. Fait que félicitations aux gens de Val-d'Espoir qui ont été imaginatifs, qui ont osé, puis regardez le succès que ça remporte. Fait qu'il faut continuer à les supporter. Je parlais avec les gens du comité d'Anto, ils vont avoir besoin d'être supportés financièrement dans le milieu aussi un peu. Fait que j'invite les gens à faire leur bout. Cette année, cette semaine, c'est-à-dire, j'ai annoncé 1 000 d'aide pour le carnaval puis l'événement de Fred la Marmotte. C'est sûr que mais les budgets c'est insuffisant. Il faut continuer à les aider. Ça va prendre l'appui du milieu aussi. Fait que j'invite les gens du coin de Solidaire à une belle cause comme ça qui nous permet de projeter l'image de la Gaspésie au complet, à l'extérieur de la région, puis à travers le Québec au complet. L'activité du Jour de la Marmotte à Val-d'Espoir, c'est une belle preuve qu'il peut y avoir des belles initiatives qui viennent directement des régions. C'est vrai, ça en est un bel exemple, effectivement, parce que c'est pas évident de penser à mettre en place un événement qui va rayonner à travers, au-delà du Québec, à partir d'un village comme Val-d'Espoir, puis en Gaspésie. Donc, ça veut dire que quand les gens sont dynamiques, quand les gens veulent, il y a moyen. Puis je pense que c'est un beau message d'espoir à lancer, particulièrement c'est ainsi avec toutes les coupures puis la morosité qui existe au niveau des régions. Bien, je pense que Fred la Marmotte puis le village de Val-d'Espoir donnent un bon coup d'espoir à l'ensemble des régions du Québec. Puis c'est un exemple à suivre. Merci, M. Lelièvre. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, M. Roberto, encore une fois, 6e édition du Jour de la Marmotte à Val-d'Espoir. Une belle journée de soleil. C'est une belle activité encore aujourd'hui. C'est une très belle activité, puis le monde a été nombreux. Je suis content que le monde participe parce qu'à chaque année, on se pose la même question. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Parce qu'à des moins 30, à des moins 35, le monde a bien répondu. L'église est pleine à l'intérieur. Ça fait soif, ça mange des crêpes. Écoute, c'est le bonheur parfait pour les organisateurs. Là. Je veux dire que c'est une activité de rassemblement régional maintenant, le Jour de la Marmotte. On se réunit ici. Il y a une forme de solidarité envers l'événement. C'est plus que le Jour de la Marmotte, c'est la solidarité au niveau des régions. Bien, je vous dirais que c'est plus que ça, parce que grâce à vous, avec votre système live stream, on est diffusé partout au Québec, ça marche. J'ai eu des appels, toutes les radios de Montréal l'ont eu. Tout le monde a commenté le Jour de la Marmotte grâce à la TV communautaire de Grande-Rivière qui nous a offert ses services en live stream. Je vous remercierai jamais assez. Le technicien là-bas, c'est mon meilleur ami. Fred, ce matin, il était de bonne humeur, ça a bien été? Oui, il était très de bonne humeur, mais il avait hâte de rentrer dans sa cabane, je pense. Là. Il avait vraiment hâte. Là. Mais c'est normal aussi, il faisait froid. Mais je pense qu'il a fait une bonne job et qu'il ne s'est pas trompé avec le soleil qu'il y a présentement. Puis, je pense qu'il ne se trompe pas. L'hiver va être long. En ce qui concerne l'équipe pour réaliser ce genre d'événement-là, on parle de bénévoles dévoués. Là. Écoute, on parle de bénévoles, c'est pas nouveau, on va le répéter encore, mais je suis un homme complet à Val-d'Espoir parce que le monde a cru en mon projet, le monde participe, les bénévoles. Écoute, ça fait 50 ans qu'on a un carnaval à Val-d'Espoir, puis c'est des bénévoles qui partent, qui reviennent, qui prennent un break d'une couple d'années parce que ça fait 6-7 ans qu'ils sont là. Mais c'est vraiment fantastique pour nous autres, là, parce que honnêtement, j'aurais pu le faire dans une grosse ville où un maire de la Beaume de ce nom aurait dit je ne construis pas un colisée, mais je sors une marmotte. Et il y avait l'argent, mais moi, c'est avec un petit budget que je suis capable de réaliser ça. Là. Puis c'est juste du bénévolat. Et les partenaires financiers sont toujours au rendez-vous, en fin de compte. Oh mon Dieu! Écoute, je vais le redire encore, la Caisse populaire, Monsieur Laurent Lebeau, pharmacien de Percé et de Chandler, puis de Caribou, un nouveau, vous, la TV communautaire, puis les radios locales. Écoute, ça fait un bon team, puis on est très contents. Écoute, on ne peut pas demander mieux au niveau de la représentativité locale. Là. Donc, Fred est parti se reposer et il va être prêt pour l'année prochaine? Je pense que oui. Il va prendre un break, puis l'année prochaine, il va être encore là, puis l'événement va toujours mieux. Puis, si vous voulez la réécouter, allez sur tvcgr.com et vous pouvez la réécouter, puis ça va être mixé, puis ça va être bien beau. Ce qui est le fun du Jour de la Marmotte à Val-d'Espoir, c'est que c'est une activité qui est en constante évolution. Hein? Oui. Bien, on essaye d'évoluer avec des petites choses. Des fois, faire des gros changements, c'est pas défoncer des murs, c'est peut-être juste les peinturer. Merci, M. Roberto. Merci. Félicitations. Je vous remercie.
Alors, M. Toun, maintenant, on peut dire que c'est rendu un peu une tradition pour vous de venir faire votre petit tour à Val d'Espoir pour le jour de la marmotte. C'est certain que Fred, c'est une marmotte qui a fait preuve de beaucoup de précision dans le passé. La dernière fois que j'ai venu 2 ans, il était spot on. Puis cette année également, là, je pense qu'il a tout à fait raison. L'hiver va être tardif, mais quand même, on va s'amuser. Il fait beau soleil, la belle neige fraîche. C'est très plaisant d'être en Gaspésie l'hiver. Puis Fred, c'est une marmotte solidaire. Là. Il veut vraiment prédire pour tous les Québécois. Il travaille fort, c'est un travail saisonnier, comme on le sait. Puis il est fier de sa région. Puis c'est certain là, que les commissions parlementaires sont mieux d'écouter notre marmotte. On peut dire que c'est un exemple de solidarité régionale, une telle activité. Hein? C'est ça, je pense qu'on en a besoin. Là. On voit que les gens de l'extérieur peut-être ne comprennent pas les régions, surtout les gens en ville. Je pense que Monsieur Fred va donner la chance à faire le pont entre les régions urbaines et les régions rurales. Je pense qu'on en a besoin au Québec. Je pense qu'on l'a vu au fédéral où on a tellement coupé dans les transferts aux régions. La province semble vouloir répéter ce qu'on a fait au fédéral. Il faut trouver un équilibre. Je pense que Fred, c'est un bon ambassadeur. On se donne rendez-vous l'an prochain. Merci à vous. Bonne journée. Ici à Val d'Espoir, en 2 février 2015, aujourd'hui, Fred la marmotte prédit un printemps qui va être tardif.